Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Est-ce que vous savez ce qui m'inquiète le plus pour ces Spurs après le match 4 ? C'est même pas qu'ils soient menés 3-1, c'est peut-être qu'ils ont montré que cette nuit, ils étaient encore trop tendres pour gagner une finale NBA. On parle d'une équipe qui menait de 29 points au Madison Square Garden et derrière, le plus gros comeback de l'histoire des finales NBA. Cette vidéo, je la fais pas avec énormément de plaisir, je vous le cache pas, je suis fatigué, je suis triste, je suis déçu, mais de toute façon, faut être là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Au passage, si vous me suivez pas encore sur Instagram, venez le faire parce que c'est là-bas que je fais voter la commu pour le choix des prochaines grosses vidéos. D'ailleurs, il y a un sondage en cours en ce moment, avec 6 propositions pour quelque chose que je sortirai ce week-end si je peux. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voter si vous voulez renverser la tendance et avoir un poids sur la ligne éditoriale de cette chaîne. Et tant qu'à faire, abonnez-vous ici aussi si vous ne voulez rien manquer de la suite de ces finales et de l'intersaison. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai surtout envie qu'on parle du craquage des Spurs, le Garden qui se rallume, Fox qui perd le fil, Victor qui fait des trucs à la Victor, mais qui se rate aussi dans les moments qui comptent le plus. Ma question pour cette vidéo, elle est simple, est-ce que les Knicks ont arraché ce match ou est-ce que les Spurs leur ont tout simplement offert la victoire? Parce que franchement, plus j'y réfléchis et plus je me dis que cette défaite, elle vaut hyper cher pour San Antonio. Bref, j'ai trop de choses à dire, alors installez-vous bien confortablement, on va parler de tout ça. Bon déjà, ce match-là, il sort complètement du cadre d'une défaite classique. Les Spurs ont mené de 29 points, ils menaient 76-49 à la mi-temps au Madison Square Garden après 14 tirs à 3 points inscrits avant la pause. À ce moment-là, tout New York avait la tête sous l'eau, le Garden était climatisé. Et puis derrière, San Antonio marque seulement 30 points en deuxième mi-temps, se fait dominer 58-30 et offre aux Knicks le plus gros comeback de l'histoire des finales NBA. Là franchement, le mot choke prend tout son sens. On parle probablement du plus gros choke de toute l'histoire des finale NBA. Alors oui, je sais, il y aura sûrement débat sur l'arbitrage, le retour en zone d'Alvarado, certains coups de sifflet, la faute sur Fox. Je comprends que ça rende fou. Dans un match qui se joue à un petit point d'écart, forcément chaque décision prend une place énorme. Mais désolé, quand t'as mené de 29 points, quand t'avais encore 27 points d'avance à la pause, tu peux pas tout ramener à un coup de sifflet ou deux. Ce match, les Spurs commencent à le perdre bien avant la dernière minute, quand le plus 29 devient plus 20, puis plus 15, puis plus 9. Déjà, ça tangue beaucoup trop, c'est pas normal. C'est ça qui rend cette défaite aussi violente, je vous jure. Ce matin encore, je suis en train de péter mon crâne. Dans 10 ans, on ne reparlera probablement pas du retour en zone, on reparlera du plus 29, du 107-106, de la claquette à 1,2 secondes de la fin, de ce match que San Antonio avait dans les mains, vraiment dans les mains, et qu'ils ont laissé filer. C'est pas juste une sale soirée, c'est le genre de match que tu revois plus tard en te disant mais comment ils ont fait. Le plus fou, c'est qu'en première mi-temps, San Antonio ne ressemble pas du tout à une équipe trop tendre, vraiment pas. Les Spurs donnent l'impression d'une équipe sûre d'elle, préparée, agressive, qui sait exactement ce qu'elle veut faire. Premier quart-temps, 41 points, 15 tirs rentrés sur 23 tentés, des shoots de loin qui pleuvent de partout, et deuxième quart-temps, même chose, un Wemby qui met tout de suite la pression, Vassell qui prend feu, Harper qui rentre avec une maturité assez dingue, et New York se retrouve déjà en train de courir après le score. Sur ces 24 premières minutes, il y a rien à dire, c'est du basket incroyable côté Spurs, c'est beau. San Antonio ne fait pas juste n'importe quoi en mode ça rentre donc on est content, ils attaquent les failles des Knicks, Wembanyama provoque très vite les fautes de Cat, Mike Brown commence à bricoler, Mitchell Robinson est complètement aux fraises, Hugh Porty et Sohan grattent même quelques minutes, et autour de ça, tout le monde répond. Vassell met 12 points dans le premier quart, Harper est déjà à 15 à la pause, le banc domine 22-2, les points après les pertes de balles s'élèvent à 14-2 pour les Spurs, pendant une mi-temps, ouais, c'est du Spurs basketball façon Popovic, façon grande époque. Et en fait, c'est sûrement dans cet excès de confiance que San Antonio s'est fait piéger. Les Texans jouent très bien, oui, mais ils jouent aussi sur un nuage, 14 tirs à 3 points en une mi-temps, plus de 50% de réussite de loin, à l'extérieur, en finale. Tu peux t'appuyer dessus, mais tu peux pas vivre uniquement là-dessus, et j'ai vraiment l'impression que les Spurs ont un peu cru que le match allait continuer sur ce rythme, sauf qu'à un moment, une finale te demande autre chose, des tirs moches, de l'intensité, du physique, du contrôle, du sale en fait. C'est là qu'on touche au vrai problème, parce que ce qu'on a vu sur le début de match, c'est que Mitch Johnson avait trouvé de très bons trucs.
Kat était en difficulté, Mike Brown ne savait plus quoi faire, Wemby était bien dans son match, les shooters étaient lancés, le banc dominé. À la pause, New York n'avait pas du tout la tête d'une équipe qui allait écrire l'histoire, et c'est ça qui rend la suite aussi dure à accepter. San Antonio avait les bonnes idées, Mike Brown était paniqué, il s'ajustait pas, mais quand le match a changé d'ambiance, ils sont restés bloqués dans la première salle, ces San Antonio Spurs. Vous vous rendez compte, sur une rencontre où on attendait que Mike Brown s'ajuste, suite à la défaite à domicile au match 3, à un moment donné, le score était de 81 à 52. Normalement, à ce moment-là, une salle NBA est morte pour de bon, même en finale, sauf qu'on est au Madison Square Garden. Il suffit d'un stop, d'un panier, d'un ballon qui traîne, et tout le bâtiment recommence à croire à un truc irrationnel. Le 13-0 du troisième quart ne remet pas encore les Knicks à hauteur, mais il change la dynamique. Chaque stop devient un séisme, chaque tir raté des Spurs devient du carburant, et d'un coup, le Garden ne regarde plus un naufrage, il reprend espoir. Dans cette salle mythique, la mecque du basket, avec des fans aussi dingues, un peu trop d'ailleurs vu ce qu'on a vu après le match, ça peut faire la diff. Mais il faut pas tout mettre non plus sur le dos du public. Bravo aux Knicks vraiment d'avoir réussi à réveiller cette salle. En deuxième mi-temps, ils défendent plus fort, ils accélèrent, ils transforment les tirs ratés des Spurs en munitions, et derrière, la salle amplifie tout. Les stars du premier rang se lèvent, les anciens comme John Stark sautent partout en ligne de fond, les VIP hurlent, et Charles Barkley, qui a vécu plus de 40 ans de NBA, dit qu'il n'a jamais connu une ambiance pareille. Donc non, c'est pas juste une histoire de décibels ce choke. Dès que le Garden s'est réveillé, chaque erreur des Spurs s'est mis à coûter 2 fois plus cher. Un mauvais tir et tu sens la salle qui se chauffe, une perte de balle et ça explose, un stop des Knicks et t'as l'impression qu'on est dans une vraie arène de gladiateurs. C'est ça le truc, le public ne met pas les paniers à ta place évidemment, mais il change complètement la sensation du match, et quand la salle finit par chanter Don't Stop Believin', bon, là, même les meilleurs scénaristes de Netflix auraient dit de se calmer un peu. J'arrive toujours pas à comprendre comment ce public est passé d'une sensation d'anesthésie à -29 à un chaos total. Quand le score était de 107-106, c'était juste de la folie pure. Brunson rate un tir difficile, Anunoby surgit au rebond, met la claquette et tout explose. Les joueurs, les fans, les anciens, les VIP, toute la ville. C'est pas juste la fin d'un match, c'est l'aboutissement d'une deuxième mi-temps où les Knicks ont repris le contrôle total de la soirée. C'est là je trouve qu'on a vu le poids du fait de jouer à domicile devant un tel public, mais surtout c'est là qu'on a vu la différence de maturité entre les deux teams. Les Knicks sont à -29, mais ils ne jouent pas comme une équipe qui veut tout rattraper en 3 possessions. Josh Hart l'a expliqué simplement. D'abord tu reviens à -20, ensuite tu vises -10, et après, si t'es encore en vie dans le 4e quart-temps, on verra bien. Ça c'est très parlant. Les Knicks ont fait ce que j'espérais des Spurs il y a quelques jours. Plutôt que de viser le sommet de la montagne trop vite, ils ont grimpé une marche après l'autre, un effort après l'autre. Ça, honnêtement, c'est la plus belle preuve de maturité pour cette magnifique équipe new-yorkaise. Quand t'es mené comme ça, tu peux très vite faire n'importe quoi, forcer, t'énerver, vouloir tout récupérer d'un coup. Les Knicks ont fait l'inverse, stop après stop, panier après panier. Ils ont remis du contact, de la défense, de la pression, puis ils ont laissé le doute entrer dans la tête des Spurs. C'est juste une équipe qui sait exister dans une tempête, qui connaît mieux les playoffs, qui a des cicatrices et qui sait comment refermer une plaie ouverte. Et pour les Spurs, malheureusement pour eux, ce qu'on a vu, c'est l'exact opposé. Tant que tout rentrait, les Texans jouaient avec une liberté totale, et quand tu les vois célébrer, s'amuser, dérouler, puis que derrière tu connais le résultat final, ça se relie forcément autrement. Ils ont peut-être confondu dominer un match et contrôler un match. Dominer, ils savent le faire. Contrôler, quand la salle explose et que les adversaires te font douter, ça c'est une autre histoire. C'est là-dessus vraiment je trouve que le manque d'expérience devient complètement évident. L'enchaînement des cartons raconte presque tout. San Antonio met 41 points, puis 35, ensuite 14 et enfin 16. Les Knicks, eux, montent en température tout au long de la rencontre jusqu'à en mettre 32 dans la dernière période. Plus le match devenait lourd, plus les Knicks semblaient y croire. Plus le match devenait lourd, plus les Spurs semblaient comprendre ce qu'ils étaient en train de perdre. Mitch Johnson a parlé d'une équipe sur les talons. Wemby a reconnu que San Antonio n'avait pas été l'équipe la plus affamée en deuxième mi-temps. Et franchement, oui, c'est le cas, on va pas mentir, ça se voyait. C'est dur à encaisser, je veux pas être trop critique, mais c'est exactement ça, faut regarder la réalité en face. Les New-Yorkais ont rendu un comeback impossible, presque logique, rien que par leur attitude. Les Spurs, eux, ont commencé à porter leur avance comme un poids, et je veux pas juste dire ils sont jeunes parce que c'est trop facile. Là, on parle d'autre chose, savoir rester calme quand le match part en vrille, éviter de paniquer quand une salle entière sent que t'es en train de craquer. Wemby, Harper, Castle, ils sont déjà très forts, mais l'expérience, le vécu, ça ne se gagne pas comme ça sur une première finale, une première campagne de play-off. Et franchement, même s'il y a un énorme craquage émotionnel, ce qui m'a le plus désespéré, ça a été le craquage tactique. Très vite, dans le 4e quart, San Antonio se retrouve dans le bonus, un vrai avantage. Là, normalement, tu vas au cercle, tu vas au contact, tu vas chercher tes lancers. C'est pas sexy, mais au moins tu fais redescendre un petit peu l'ambiance de la salle. C'est exactement ce que demande le match, sauf que les Spurs restent trop longtemps dans leur délire de première mi-temps, comme si l'adresse allait revenir toute seule. Résultat, 3 sur 17 à 3 points après la pause, un cataclysme. Le problème, c'est pas de rater des tirs, c'est de ne pas se remettre en question justement quand tu les mets pas ces shoots. Calmer un match, ça veut pas forcément dire être spectaculaire ou vouloir le faire avec la manière. Faut arrêter de chercher le highlight viral ou le shoot assassin. Tu mets Wemby plus près du cercle, tu attaques un mismatch, tu ralentis, tu joues un pick and roll tout
tout simple, tu vas chercher une faute, tu manges 20 secondes au lieu de shooter après 8. C'est pas du beau basket, mais c'est du basket qui gagne du temps, qui évite de donner des munitions aux adversaires. C'est du basket qui gagne un match. Les Spurs n'ont jamais accepté qu'il pouvait y avoir un plan B. Les joueurs ont leurs responsabilités, bien évidemment, on en parlera encore après, mais je suis bien obligé aussi de jeter au moins un peu Mitch Johnson sous le bus. Alors bien sûr, lui aussi est jeune, inexpérimenté, et il apprendra de ses erreurs. Par contre, je suis obligé de le dire, dans cette deuxième mi-temps, tactiquement, ou même dans le leadership, il n'a pas été à la hauteur. Dès le troisième quart-temps, l'alerte est énorme, 14 points inscrits seulement, 4 sur 20 au tir. Là, tu dois sentir que ton équipe perd le fil, tu dois simplifier les consignes, on attaque le cercle, on utilise le bonus, on ne donne plus de transition facile à New York. Les Spurs ont essayé de corriger le tir ensuite, Victor est redescendu un petit peu vers la raquette, mais il a été maladroit. Harper a attaqué davantage le panier, mais c'était trop tard, le momentum avait déjà changé de camp. Peut-être que Mitch Johnson a fini par dire les choses, mais il l'a fait beaucoup trop tardivement. En tout cas, l'effet, il s'est pas montré quand il fallait. Et le truc, c'est qu'en finale NBA, encore plus face à une équipe comme New York, ce retard, tu le paies cash. Les Spurs ont été magnifiques quand tout allait vite et quand tous les paniers rentraient, mais quand le match a demandé de la sérénité, là, ils ont manqué de réponse. C'est exactement dans ce genre de situation qu'on se dit que dans ces playoffs, ils ont grandi, oui, mais qu'ils ont peut-être grandi trop vite. Sauter des étapes, c'est très impressionnant, mais face à une telle adversité, tu te rends vite compte finalement que rien ne remplace le vécu, l'expérience. D'ailleurs, Victor et ses 22 ans, je vais en parler aussi, il est temps, mais ça je veux le faire correctement. Parce que non, Wemby ne fait pas un match tout pourri, il finit quand même avec 24 points, 13 rebonds, 3 contre en jouant 43 minutes dans une atmosphère complètement folle. Défensivement, il reste précieux, il protège le cercle, il conteste, il dissuade, et même sur le dernier tir de Brunson, il fait le boulot. Donc si quelqu'un vous dit qu'il a complètement disparu, c'est faux. Par contre, offensivement, je suis d'accord, là, il y a plein de choses à dire. Victor termine à 9 sur 25 au tir, 2 sur 8 à 3 points et seulement 8 points en deuxième mi-temps. Et là, ouais, faut le dire, quand San Antonio avait besoin d'un patron, d'un assassin, il n'a pas réussi à endosser ce costume. Il s'est trop éloigné du cercle par moment, il a cherché des trucs compliqués, des tirs difficiles, des actions un peu trop ambitieuses. Je trouve que parfois, il a joué trop en mode freestyle, en mode improvisation, alors que le match demandait presque l'inverse, de la dureté, de la simplicité, des efforts, du mordant. Et je vais pas mentir non plus, les deux lancers ratés en fin de match font très mal, surtout venant d'un joueur si adroit sur la ligne des lancers habituellement. À 1,47 de la fin, les Spurs mènent 104 à 103. Victor va sur la ligne et peut remettre San Antonio à plus 3. Il rate les deux. Évidemment, là encore, c'est pas là-dessus que tout le match se joue, mais dans une finale NBA, après avoir gâché 29 points d'avance dans un match qui se joue à une possession d'écart, ces deux lancers deviennent importantissimes. Après la perte de balle au match 2, ça commence à en faire beaucoup des moments où le français craque dans le money time. Maintenant tranquille, je vais remettre les choses à leur place, je dis pas ça pour le détruire, vraiment pas, je suis conscient qu'il est hyper jeune. Ce qu'il vit à son âge, c'est presque n'importe quoi tellement c'est énorme. Très peu de joueurs portent autant de choses, aussitôt dans une carrière, surtout en finale NBA, donc je vais pas le démonter. Mais voilà, il y a encore une marche entre le phénomène qu'il est et le patron qu'il doit devenir. Le phénomène tente des trucs que personne ne tente. Le patron, lui, c'est quand il faut arrêter de chercher le beau geste, poser le ballon, accepter de mettre 2 points moches, calmer tout le monde. Là-dessus, Victor a encore des étapes à franchir. Après, il a pas perdu le match tout seul, c'est absolument pas ce que je veux dire, mais il ne l'a pas sauvé non plus. Par contre, ok, si je me mets à parler d'Aaron Fox, là, je vais prendre beaucoup moins de pincettes. Lui, il n'a pas les mêmes excuses. C'est pas le gamin qui découvre les playoffs, c'est censé être le vétéran du backcourt, le mec qui a déjà joué des gros matchs, le clutch player de l'année 2023. Dans cette deuxième mi-temps, son job était assez clair, remettre de l'ordre, ralentir, organiser, protéger le ballon, faire l'adulte au milieu des gamins en gros. Pourtant, il m'a semblé encore plus immature que les autres, et je vais le dire vulgairement, ça me fait chier. Ok, il met 18 points, c'est pas horrible, mais on peut pas résumer son match à ça. Le vrai problème, c'est la gestion. Quand San Antonio avait besoin de possession simple, Fox a donné l'impression d'accélérer la panique. Choix précipités, passes mal sécurisées, lecture agressive au mauvais moment. Et dans ce genre de match, chaque erreur compte double. Tu donnes à la fois des transitions Onyx et de la folie au public du Garden. Et cette dernière action, désolé, elle est terrible, elle est pas digne du joueur qu'il est censé être. À moins de 10 secondes de la fin, les Spurs mènent 106 à 105. Fox récupère le ballon lancé à pleine vitesse. Là, le chrono est ton ami, le score est ton ami. Tu peux fuir, garder la balle, forcer New York à faire faute, ou au moins éviter de rendre une vraie possession propre. Au lieu de ça, il attaque le cercle, tente le lay-up et se fait contrer par OG Anunoby. Résultat, les Knicks récupèrent la balle avec 5,7 secondes à jouer, et derrière on connaît la suite. Et le pire, c'est que quand on y réfléchit, le bénéfice de cette action était hyper limité, ça servait à rien. Même si Fox marque, San Antonio ne mène que de 3 points, donc rien n'est gagné. Par contre, s'il rate ou se fait contrer, il rend la balle à New York avec encore du temps sur le chrono, et c'est exactement ce qui arrive. Après le match, il explique qu'il pensait pouvoir prendre Anunoby de vitesse, mais justement, il a raisonné en athlète, pas en gestionnaire. Au lieu de penser à l'équipe, il a pensé à lui, au beau geste, au lay-up héroïque, et ça a été fatal. San Antonio, à l'époque, l'a récupéré pour apporter du leadership, de l'expérience, et dans cette deuxième mi-temps du match 4, il a montré tout l'inverse. C'est brutal, je le sais, je suis hyper sévère avec lui, mais dans cette défaite, c'est exactement le sujet.
Être clutch, c'est pas toujours mettre un gros panier pour climatiser la salle. Parfois, c'est juste garder la balle, accepter la faute, faire le truc chiant, mais le bon truc. Et dans ce Game 4, Fox devait être ce gars-là, l'adulte, le stabilisateur, celui qui calme tout le monde. Au lieu de ça, il finit comme l'un des visages les plus importants de ce choke. Maintenant, j'en suis conscient, j'ai beaucoup critiqué les Spurs, mais je tiens aussi à largement féliciter les Knicks. Les Texans se sont écroulés, ok, ils ont offert à New York des occasions énormes, c'est certain, mais les hommes de Mike Brown n'ont pas juste accepté les cadeaux. Les Knicks sont allés le chercher ce match, ils ont défendu, ils ont couru, ils ont continué à y croire, et surtout, ils ont joué les possessions importantes avec une maturité que les Spurs n'ont pas eue. Évidemment, le premier nom à retenir dans ce comeback, c'est Jalen Brunson. Brunson finit avec 36 points, 7 passes, 5 rebonds et 3 interceptions, et 19 points en deuxième mi-temps. Il ne remet pas New York dans le match avec un seul miracle, il le fait possession après possession, en forçant San Antonio à réagir à son jeu, et OG Anunoby, lui, sort le match d'une vie, 33 points, 7 tirs à 3 points sur 9, le contre sur Fox, puis la claquette de la gagne. Incroyable. L'un a porté le retour des Knicks sur son dos, et l'autre est rentré dans la légende par sa clutchitude. Pour illustrer ça, symboliquement, la dernière action, elle est juste magnifique. Je vais pas encore vous remettre les images de cette claquette, je sais que ça va faire trop mal au petit cœur des fans des Spurs, mais franchement, elle symbolise tout. On a un Jalen Brunson qui prend ses responsabilités, des Spurs qui oublient le box-out et un OG qui punit. C'est fort, c'est propre, c'est fatal. Mike Brown parle d'une action historique, Kat parle d'une main droite venue du ciel. C'est un peu biblique, oui, mais vu le contexte, y a de ça. Et le plus fort, c'est que même quand ils ont commencé à trembler, ces Knicks, ils ont pas explosé. Josh Hart pourtant a failli faire très mal au sien avec son lay-up raté et son oubli au rebond sur Castle, mais les Knicks ont survécu. Et petit big up aussi à José Alvarado. Quand les Spurs ont trappé Brunson, il a souvent joué à la suite des actions avec calme, pas de panique, pas de forcing inutile, juste des bons choix, du basket propre, intelligent. C'est clairement là-dessus que s'est jouée la différence entre ces deux teams. Les Knicks aussi ont fait des bêtises, avec un Hart qui, on l'a dit, a bien failli offrir une migraine à tout New York, mais ils se sont toujours rattrapés collectivement derrière. Brunson a porté la création, OG marchait sur l'eau, Alvarado a mis du calme dans le chaos, et New York n'a jamais vraiment perdu le fil. Ce hold-up, ils l'ont mérité, parce qu'ils ont fait les petits trucs que les Spurs, eux, ont oubliés. En finale, c'est souvent sur ce genre de détails, ce genre d'effort qu'un titre se joue. Et le problème, c'est que ce match 4, en fait, ce n'est pas juste un petit incident isolé. Oui, le scénario est extrême. Oui, perdre après avoir mené de 29 points en finale, c'est complètement lunaire. Mais si on reprend la série depuis le début, on voit quand même un fil rouge assez clair. San Antonio est capable de rivaliser avec New York. San Antonio est même capable de dominer New York par séquence. Le problème, c'est que quasiment à chaque fois que le match demande du calme dans les moments chauds, les Spurs trouvent une manière de laisser filer la rencontre. La sonnette d'alarme a pourtant été tirée dès l'ouverture de cette finale. Lors du Game 1, les Knicks s'imposent 105 à 95, mais le score était encore à égalité avant le début du Money Time. Brunson prend alors le contrôle du quatrième quart, avec 13 points dans la période. Rideau, fin du game. Match 2, même frustration. San Antonio revient très fort, remet un run de 14 points, puis gère encore la fin de façon catastrophique. Mésentente entre Wemby et Castle, tir de la gagne raté, rideau à nouveau. 2 fois, les Spurs y sont presque, 2 fois, ils se loupent totalement. Et le Game 4, franchement, c'est un scénario un petit peu similaire avec une fin qui est encore plus cauchemardesque. Cette fois, on ne parle pas seulement d'un money time raté dans un match serré, on parle d'une équipe qui mène de 29 points, qui a l'occasion de revenir à 2-2, qui semble avoir pris le contrôle total de la soirée et qui ne sait pas transformer ça en victoire. Donc à un moment, ce n'est plus seulement un détail. Au Game 1, tu perds le quatrième quart. Au Game 2, tu rates les dernières possessions. Au Game 4, tu gâches une avance historique. Ça commence à faire beaucoup trop. Comme si dans ces finales, les Spurs étaient en train de montrer au monde entier toutes les façons possibles de perdre un match. Avec un peu plus de sérénité dans les moments chauds, les Spurs pourraient mener 3-1 dans cette série que ça ne me choquerait même pas. C'est ça le plus rageant, ils ont assez de talent pour faire vraiment mal à ces Knicks, mais ils n'ont pas encore les réflexes suffisants pour fermer un match à cette intensité. Pourtant, New York, souvent, c'est même pas très propre, ils peuvent rater leur début de match, galérer, encaisser des runs, donner l'impression que ça part dans tous les sens, sauf qu'ils ont du vécu, ils ont Brunson, ils ont des mecs qui ne disparaissent pas quand le match devient tendu ou haché. Les Knicks n'ont pas besoin de tout maîtriser pendant 48 minutes, ils ont juste besoin d'être encore debout quand San Antonio commence à trembler. Ça, dans ces finales, ils le font, et de la plus belle des manières. Et franchement, je dois le dire, dans un tel contexte, maintenant, je suis très pessimiste concernant San Antonio. À ce stade, les Spurs ne doivent plus seulement gagner le Game 5, ils doivent essayer de faire ce qu'une seule équipe a déjà réussi en finale NBA, remonter en 3-1. Cleveland l'a fait en 2016 contre Golden State, et depuis, c'est devenu la référence ultime. Donc oui, San Antonio est encore vivant, mais bon, historiquement, là, c'est l'ascension du Mont Everest encore, mais cette fois-ci avec des tongs aux pieds. Comment tu te remets mentalement après une telle déception? Comment tu dors le soir même après une telle désillusion? Et surtout, comment tu réussis à garder confiance encore le lendemain pour penser que t'as une chance de gagner les 3 matchs suivants? Les Spurs avaient tout, ils ont cru que cette finale était en train de changer de camp, et pourtant, il a suffi d'une très mauvaise deuxième mi-temps pour qu'absolument tout s'envole. Wemby l'a dit lui-même, perdre un match dans ces conditions, ça fait très mal, et je peux le comprendre.
Il a expliqué que les Spurs travaillent trop dur pour laisser filer des avances comme ça, et cette phrase ne ressemble pas à une excuse, elle ressemble à un constat. Les Spurs savent ce qu'ils viennent de gâcher, les lancers, les tirs précipités, les possessions mal gérées, les rebonds oubliés, les pertes de balles, les paniers offerts. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur rappelle. Cette défaite va tourner toute seule dans leur tête pendant des semaines, des mois, une éternité. Là, même si la série va retourner dans le Texas, j'ai du mal à imaginer comment les Spurs ne peuvent pas se sentir KO debout. Maintenant, je dis pas, sur le terrain, San Antonio a encore des arguments. On l'a vu, ils peuvent faire très mal à New York. Mais dans la tête, aujourd'hui, les Knicks ont pris une avance énorme. Ils ont l'air d'une équipe qui peut tout traverser, tout renverser. San Antonio, de son côté, apprend encore à ne pas se faire emporter par la tempête. C'est pas une insulte, c'est même assez logique vu l'âge du groupe. Mais en finale, l'apprentissage se paye cher. Là, il se paye 3-1 dans une finale qui est sûrement en train de basculer. Donc ouais, la série n'est pas finie, mais là, au moins dans la tête, les Spurs viennent peut-être de perdre beaucoup plus qu'un simple match. Mais vous en pensez quoi? Je veux savoir. Est-ce que je suis trop pessimiste? Est-ce que vous pensez que les Spurs peuvent encore renverser cette série? Ou alors, est-ce que vous pensez que cette finale a définitivement basculé du côté new-yorkais? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir si vous voyez les choses de façon plus positive que moi, parce que là, honnêtement, j'ai du mal à éviter d'être pessimiste. Ensuite, bien sûr, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster s'il vous plaît, ça aide énormément à la pousser dans l'algorithme. Enfin, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner ici aussi parce que même après les finales, on va avoir encore plein de choses à voir ensemble. De la draft à la free agency, je pense qu'on va avoir une intersaison complètement folle. Donc merci pour tout la team, merci pour votre écoute, et nous, on se retrouve tout de suite juste en dessous dans la section commentaires.